C'est l'inquiétude qui monte. Est-ce que nous aurons des coupures d'électricité cet hiver? Enfin, vous savez ce qu'on appelle pudiquement les délestages. Alors, Gaspard Proust riait du mot délestage. Ben oui, il y a cette idée de soulagement dans le mot de délestage. Des personnes gravement malades vont-elles être épargnées de soulagement électrique en cas de nécessité cet hiver? Eh bien non, répondait lundi le porte-parole d'Enedis. Même sous respirateur artificiel, personne ne sera prioritaire cet hiver. Oh, la grosse boulette de communication. Tous égaux devant les délestages, devant le soulagement électrique. Alors Emmanuel Macron n'a pas trop aimé la séquence. Depuis Tirana, en Albanie, on l'a vu froncer les sourcils hier matin contre, je cite, les scénarios de la peur. Stop à tout ça, s'est-il énervé? Bon, lui qui quand même, mine lugubre, nous annonçait fin août, à quelques jours de la rentrée, la fin de l'abondance tout de même. La stratégie de la peur en politique, c'est notre sujet de conversation avec Louis Osalter. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Journaliste à Marianne, et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, on se rend compte que Emmanuel Macron monte assez vite dans les tours dès qu'il s'agit d'énergie, d'électricité quand même. Oui, mais j'ai surtout l'impression qu'on est en ce moment... Alors, il y a deux possibilités. Soit nous sommes devant une forme de stratégie qui consiste à multiplier les discours contradictoires pour désorienter l'opinion, pour l'amener finalement à accepter n'importe quoi. Vous pensez qu'il y a une super stratégie? Alors, je ne crois pas, justement. Mais ça, c'est le scénario généreux. C'est-à-dire, finalement, d'un côté, il y a les figures du gouvernement, des autorités, le président qui envoie des messages contradictoires. Le commun des mortels ne sait tout simplement plus qui croire. Et à partir de là, peu importe ce qu'on lui proposera, ce qu'on lui imposera, il acceptera. Ou alors, il y a l'autre option. Je rajouterais juste, Mathieu, que cette stratégie visant à envoyer des flèches dans toutes les directions, on l'a par exemple sur le sujet immigration, oui, bien sûr. Sur le sujet des retraites aussi. Sur le sujet immigration, je crois que c'est un peu plus pensé. Oui. Sur cette question-là, je pense, là, il y a l'autre option, donc, qui me semble moins généreuse, c'est tout simplement que plus personne ne sait exactement où nous en sommes. Donc, chacun y va de sa petite phrase, chacun y va de je dirais une forme d'amateurisme, mais à la puissance 1000. Et le président de la République qui comprend qu'il y a une fonction symbolique à son travail, qui consiste à éviter justement l'esprit de panique dans la population, cherche à ramener les uns les autres dans une espèce de corridor de l'intelligence, mais lui-même, en fait, n'en sait absolument rien. On commence à en être convaincu. Donc, on est dans une espèce de brouillard, et à travers cela, je pense que chacun se prépare mentalement, sinon aux coupures, à tout le moins à la possibilité de la coupure, à la possibilité du délestage. Il y a quand même une espèce de tiers-mondisation mentale, à défaut qu'il soit concret, un défaut de tiers-mondisation mentale dans un pays qui, aujourd'hui, accepte la possibilité de traverser l'hiver à la bougie. Oui. Louis Osalter. Oui, la tiers-mondialisation, elle risque d'être concrète cet hiver si vraiment il y a des délestages et que des quartiers entiers se retrouvent plongés dans le noir. Je cite Vincent Trémollet de Villers du Figaro qui nous disait ce matin, Emmanuel Macron se retrouve un peu dans le rôle de l'affoleur affolé par l'affolement. Je trouvais que c'était joliment dit. Et vous vous rappeliez justement quelle tonalité il avait donné à la rentrée de septembre, c'est-à-dire une déclaration solennelle en expliquant que c'était la fin de l'abondance. Et maintenant, il nous explique qu'il faut être optimiste et que tous les scénarios noirs sont à balayer. Enfin, il disait même samedi dernier, les coupures de courant, scénario fictif. Tout à fait. Alors qu'en fait, il y a eu une semaine de communication intensive à la fois du gouvernement et puis des entreprises concernées, à commencer par RTE et Enedis, pour nous expliquer. Il y a même eu une circulaire au préfet qui prévoit quasiment tous les cas de figure dans lesquels on va devoir préserver tel quartier parce qu'il y a un hôpital, délester tel quartier parce qu'il n'y en a pas. Je pense surtout qu'Emmanuel Macron, il craint d'être rattrapé par un feuilleton tout cet hiver qui sera le procès de sa propre incurie. En réalité, pas seulement la sienne, celle de gouvernement avant lui, mais vous avez sûrement regardé l'audition de cet ancien haut commissaire à l'énergie atomique à l'Assemblée nationale, Yves Bréchet, qui, alors, il visait pas simplement Emmanuel Macron, même si on sentait qu'une partie des flèches était destinée au président actuel, mais il fustigeait toute l'incurie des politiques à avoir failli à penser une simple anticipation, c'est-à-dire failli à penser que oui, si on n'allait pas relancer le réseau nucléaire français, si on n'entretenait pas les centrales, si on n'en lançait pas de nouvelles, c'était mathématique de constater qu'il y allait avoir une baisse de la production d'électricité. Et c'est assez frappant de voir que sur les 10 dernières années, la France importe à peu près en moyenne 30 jours par an de l'électricité, puisque la France, historiquement, est exportatrice nette d'électricité grâce à son réseau nucléaire. Là, en 2022, on est déjà à 250 jours d'importation d'électricité. Donc, on est vraiment à un tournant dans de ce qui est resté un marqueur de puissance français, d'indépendance, de souveraineté électrique, qui était le fait d'être autonome, mais en plus exportateur. Et là, cette inversion, elle dit tout justement de l'incurie que dénonçait cet ancien haut-commissaire quant à l'anticipation, et puis de la tiers-mondisation qui effectivement risque de s'abattre sur le pays cet hiver. Mathieu Bocoté. Mais j'en retiens une chose, c'est que la parole politique ne veut plus rien dire. C'est-à-dire, on est dans un moment où des ministres disent une chose, le président de la République en dit une autre, et
mettez-vous du point de vue du citoyen, de l'homme ordinaire qui ne suit pas la politique tous les jours. Ah bah, je m'y mets, j'en suis un. Mais non, je dis celui qui regarde ça de temps en temps. Il vous attrape 2 matins par semaine sur Europe. Le résultat, il ne pense pas à la politique tous les jours. Et on lui dit des figures d'autorité, des figures qui incarnent l'autorité, lui disent une chose et son contraire tous les jours. Et on est censé... Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit départager la parole des ministres en disant lui, c'est un bon, lui, c'est un mauvais. Alors, le président lui dit la vérité, mais le président dit le contraire de ce qu'il disait la veille. Alors, on est dans ce moment... Anna Arendt, alors, n'abusons pas de philosophie politique le matin, mais Anna Arendt disait que le mensonge en politique, ou à tout le moins le refus de la vérité, finit par... C'est une forme de poison pour l'âme. Ça finit par corrompre l'esprit civique. Si on n'est plus capable de croire... On accepte l'idée que les politiques ne disent pas la totalité de la vérité. Ça, on peut l'accepter. On sait qu'ils doivent, quelquefois, gérer les émotions collectives. La raison d'État aussi fait qu'on ne peut pas tout dire. Tout ne peut pas être pure transparence. Mais on n'accepte pas l'idée que les politiques nous mentent ouvertement en temps réel, en démocratie, et que plusieurs porte-parole d'un même gouvernement aient chacun des fonctions contradictoires dans le conditionnement de l'opinion. Et là, on est, je ne sais pas si c'est pensé ou si c'est voulu ou si c'est une stratégie, mais je sais que c'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe devant nous, c'est ce dispositif contradictoire où tout le monde, la parole des uns annule la parole des autres. Il y a quelque chose là-dedans d'assez grave pour l'esprit démocratique. Mais est-ce que c'est le mensonge, Louis Osalter, ou bien est-ce qu'Emmanuel Macron se rend compte que manipuler la peur comme un outil politique, alors ça marche, on le sait, mais ça marche peut-être trop bien dans cette séquence plutôt inquiétante où on nous parle de coupure d'électricité? Mais parce qu'il y a trop de peur depuis, c'est-à-dire qu'il est aussi rattrapé par ce mode de fonctionnement-là. Je pense que sur le Covid, effectivement, il y a eu une part de ça. On et lit que ça, les gens ont eu sincèrement peur. L'effet secondaire du Covid d'un gouvernement qui a voulu beaucoup anticiper et qui s'est rendu compte qu'il faisait peur à tout le monde en disant bah oui, on aura sûrement des coupures de courant, etc. Oui, enfin en même temps, mieux vaut qu'ils préviennent ce qui pourrait arriver que de ne pas dire un mot de ce qui pourrait arriver et que ça arrive ou pas. Encore une fois, c'est-à-dire que sur le Covid, le manque d'anticipation du gouvernement, le procès qui a été fait au gouvernement, c'est d'avoir même pas pensé à l'hypothèse que ça aurait pu annuler et non arriver. Et donc, partant de là, la pénurie de masques, la pénurie de vaccins, la pénurie de tests, etc. Là, effectivement, quand on fait une séquence de communication qui consiste à mettre un petit peu tout le monde en alerte et donc à faire monter le sentiment de panique, il faut l'assumer. Et c'est vrai que, comme Mathieu le soulignait, le fait que le président arrive ensuite en surplomb pour expliquer que tous ces gens sont des marchands de peur, là où lui-même a endossé ce rôle à un moment donné, et ça fait que la parole politique, ça décrédibilise profondément la parole politique, effectivement. Et ça fait que la parole technique qui est portée, là je pense plutôt à Enedis et aux entreprises, en fait on ne sait plus qui est responsable de quoi. Ce sont des entreprises qui sont sous tutelle, l'État en est actionnaire, on ne sait plus qui est responsable de quoi, qui doit dire quoi, et le président a ajouté à ce cafouillage en faisant son intervention à mon sens. Merci à tous les deux, Mathieu Bocoté, Louis Osalter. Louis, à la une de Marianne cette semaine qui est en kiosque demain. Justement, la France en panne, va-t-on passer l'hiver? Voilà. Pas seulement en termes d'électricité d'ailleurs, il peut y avoir des pénuries d'autres choses. Je fiche mon billet qu'on en reparle d'ici Noël, c'est une certitude. Merci à tous les deux.